Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, Le Débat. Les États-Unis ont utilisé leur mégabombe surnommée mère de toutes les bombes dans l'est de l'Afghanistan. L'armée américaine a prétendu vouloir viser les éléments du groupe terroriste Daesh dans l'est de l'Afghanistan, dans la province de Nangarhar. Le président américain Donald Trump a vanté ce succès militaire de l'armée américaine. Bon, l'usage de cette bombe, baptisée, comme je viens de vous le dire, la mère de toutes les bombes, intervient dans un contexte régional très délicat. Il y a eu tout récemment cette agression de l'armée américaine contre une base de l'armée syrienne à Idlib, dans la province d'Idlib en Syrie. Il y a les menaces américaines contre la Corée du Nord, des menaces qui se précisent et qui s'intensifient de jour en jour. Et dans un tel contexte, les Russes également disent avoir en fait leur propre bombe, surnommée le père de toutes les bombes. Pourquoi l'armée américaine a utilisé cette méga-bombe en Afghanistan? Quel est l'objectif des autorités américaines d'avoir utilisé une telle arme en Afghanistan? On va vous en parler dans le cadre de l'émission Le Débat d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. En réalité, la bombe américaine larguée jeudi dans l'est de l'Afghanistan visait les tunnels des terroristes, dont la construction avait été financée par la CIA, a écrit Edward Snowden sur son compte Twitter. La frappe américaine portée jeudi dans l'est de l'Afghanistan visait les tunnels utilisés par les terroristes construits avec le soutien financier des États-Unis, a affirmé l'ancien agent de service secret US Edward Snowden. Pour appuyer ses propos, M. Snowden a publié un article du journal américain New York Times où il a écrit noir sur blanc que la construction des tunnels de Tora Bora, un réseau de cavernes situé dans les montagnes de Safed-Koh Est, a été financée en partie par la Central Intelligence Agency CIA dans les années 1980 quand la CIA soutenait les djihadistes face à l'URSS. Les États-Unis ont utilisé jeudi leur plus puissante bombe non nucléaire de 9,5 tonnes dans la province afghane de Nangarhar Est dans le cadre de la lutte contre un groupe important de terroristes Daesh, a annoncé jeudi le Pentagone. Cette énorme bombe guidée par GPS longue de plusieurs mètres et larguée par la porte arrière d'un avion de transport C-130 n'avait jamais été utilisée au combat auparavant. Il s'agit de la plus puissante bombe non nucléaire jamais employée par les États-Unis. Elle a été mise au point en 2003 lors de la guerre en Irak. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. On vient de vous le dire, ce qui a été en fait révélé, on vient de vous le dire dans ce reportage par Edward Snowden également, était fort bien intéressant, comme quoi les États-Unis ont visé les tunnels qu'ils avaient en quelque sorte contribué à être construits, c'est-à-dire c'était les Américains qui avaient financé la construction de ces tunnels à l'époque, si vous voulez, de cette guerre menée par les combattants afghans, les Moudjahidines, contre l'armée soviétique. On va vous en parler avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi au téléphone pour cette émission M. Jean-Marc Jacot, analyste français des questions internationales. Monsieur Jacot, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Monsieur Radaman, comment allez-vous? Je vais bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi par Skype depuis Paris pour cette émission
un autre analyste français qui est des questions internationales. Il s'agit de M. Philippe Hugon. Monsieur Hugon, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Monsieur Hugon, on va commencer notre émission avec vous. Comme première question, comment évaluez-vous cette décision des autorités américaines d'utiliser cette méga-bombe dans l'état actuel des choses en Afghanistan, s'il vous plaît? Alors, je crois que le problème n'est plus tout à fait comme on le pense aujourd'hui, puisqu'on a un président à la tête des États-Unis qui est quelqu'un de très incohérent. Durant sa campagne électorale, donc il avait informé un certain nombre de gens que lui, président, il ne cautionnerait plus les guerres impérialistes américaines à travers le globe via l'OTAN. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est quelqu'un qui est très imprévisible et très incohérent dans toutes ses décisions. Donc, on peut s'attendre aujourd'hui à voir des actions comme celle qui a été menée par exemple en Syrie, en toute illégalité d'ailleurs, sur le plan juridique international. Donc utiliser cette bombe aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Alors il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le côté économique de la chose. Cette bombe aujourd'hui n'avait jamais été utilisée en tant que guerre, si je puis dire. Elle l'a été aujourd'hui apparemment avec un certain succès, ce qui va permettre au complexe militaro-américain de pouvoir vendre un grand nombre de ces bombes à l'armée américaine. Ça, c'est le premier point. Donc après, on a un deuxième point, c'est au niveau politique international. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça permet de montrer un petit peu ses muscles en disant l'Amérique est de retour, nous allons être là pour jouer les gendarmes du monde, comme ils l'ont fait pendant des années en créant un nombre de conflits incroyables, puisqu'il faut bien savoir que sur 239 ans d'existence, les États-Unis ont été en guerre 222 années, ce qui en dit long sur la pseudo-démocratie et les pseudo-libertés qui règnent aux États-Unis. Alors, le troisième point, c'est sur place la lutte contre Daesh. La lutte contre Daesh, c'est très difficile de la part des Américains qui ont eux-mêmes créé Daesh et l'ont financé. Donc, on lutte contre Daesh en Afghanistan et on les soutient contre le régime de Bachar al-Assad en Syrie. C'est très très incohérent et ça va être un véritable problème dans les mois et les années qui viennent pour arriver à décrypter une politique américaine, une politique étrangère, puisque tout est fait un peu en fonction en dépit du bon sens. On peut voir par exemple Donald Trump, qui est un malade mental, déclarer qu'il a voulu lancer une opération en Syrie simplement en ayant vu une photo d'enfants morts ça tient absolument pas debout, c'est pas digne d'un président. Monsieur Jacot, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette utilisation de la méga-bombe américaine dans l'est de l'Afghanistan? Quel en était l'objectif? L'objectif était-il de contribuer à la lutte contre le groupe terroriste Daesh ou bien de faire une démonstration de force, comme l'a dit tout à l'heure M. Hugon, et de dire que l'Amérique c'est le gendarme du monde et ce gendarme est de retour? Oui, c'est clairement la deuxième option, c'est-à-dire c'est clairement une démonstration de force qui dit voilà, nous sommes, regardez le lieu choisi, c'est le toit du monde, nous sommes les plus puissants, nous frappons de l'endroit le plus élevé au centre de l'Eurasie, et donc c'est vraiment un message d'avertissement sur le plan de la politique extérieure. Voilà, regardez à la Chine, à la Russie, à l'Iran, à la Corée du Nord, à la Syrie. C'est vraiment le point central de tous ces pays avec lesquels les États-Unis sont en conflit, plus ou moins direct. Voilà, donc c'est clairement ça. Alors après ça, c'est vraiment les Moudjahidines qui avaient été utilisés à une époque dans les années 80 contre les Russes, maintenant sont détruits. Donc on voit très bien que tous ceux qui veulent aider le gouvernement américain un jour risquent de subir à leur tour leur foudre. Du point de vue intérieur, ça montre qu'en fait, on se demande s'il y a un pilote dans l'avion. Trump, c'est une sorte de clown qui est là, mais ceux qui dirigent maintenant le font de manière de plus en plus directe. C'est bien le complexe militaro-industriel ou l'État profond, les généraux qui prennent le contrôle. Donc, évidemment, et il démontre, c'est une forme de marketing, comme on le disait avant.
Voilà, donc c'est quelque chose de typique et d'effrayant et qui n'est pas vraiment du tout destiné à mettre fin au terrorisme. C'est surtout pour augmenter la terreur, justement, l'utilisation de la terreur par les États-Unis d'Amérique. Monsieur Hugon, en fait, selon Monsieur Jacot, c'était un avertissement de la part de Washington à certains pays, dont l'Iran, la Russie, la Corée du Nord et la Chine. Mais cet avertissement américain ne semble pas pouvoir, si vous voulez, impressionner parce que, en fait, les Russes disent posséder leur propre bombe, surnommée le père de tout le monde, qui est en fait beaucoup plus puissante que celle des États-Unis. La Corée du Nord est allée jusqu'à menacer les États-Unis d'une frappe préventive. La Chine ne se laisse pas intimider par de telles menaces. L'Iran aussi l'a dit à plusieurs reprises qu'il dispose en fait de suffisamment de moyens pour se défendre. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Hugon? Alors, moi je pense dans le cas des États-Unis et de la politique qui est menée actuellement, je pense que les États-Unis ont d'énormes difficultés économiques, et ça date pas bien sûr de la présidence de Trump, mais déjà d'avant, et qu'aujourd'hui ils sont un peu en mode survie, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que la fin du dollar est proche, notamment sur les marchés internationaux, puisque les Russes, les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, l'Afrique du Sud ont créé un certain nombre d'organismes financiers qui risquent à moyen terme, je dirais maintenant, de déstabiliser et de remplacer le dollar. Donc aujourd'hui, par tous les moyens, les États-Unis vont essayer de créer des conflits, de créer des situations de crise, de façon à pouvoir continuer d'imposer leur politique. Je parlais tout à l'heure du développement de cette super bombe. Il faut bien savoir que le développement des armes aux États-Unis, ceci représente des dizaines de milliards de dollars chaque année qui sont dépensés. Ça représente beaucoup d'emplois, beaucoup de recherche, et on est là dans un problème vraiment financier, un problème économique. Si demain le dollar était exclu au niveau de la moitié du monde des marchés internationaux, les États-Unis ne représentent plus rien. Les États-Unis s'effondreraient complètement. Donc c'est un point qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui les Américains sont prêts à faire n'importe quoi pour conserver leur suprématie. On l'a vu en Irak où il y a eu 1,5 million de morts, dont 500 000 enfants, et aujourd'hui ces gens-là, si demain ils doivent sacrifier des centaines de millions de personnes, ils n'hésiteront pas à le faire pour sauvegarder leur mode de vie. C'est sur ce plan, à moyen et long terme, qu'il faut voir les choses. Alors, M. Hugon, vous voulez dire que tous les moyens semblent être bons pour les autorités américaines, surtout pour les autorités de la nouvelle administration américaine, pour en fait faire croire désormais que les États-Unis restent la première puissance du monde, alors que les États-Unis ne le sont plus. Non, les États-Unis ne le sont plus. Déjà financièrement, on sait très bien aujourd'hui que c'est la Chine qui détient un maximum d'avoirs et que les États-Unis sont vraiment derrière aujourd'hui. Sur un point de vue purement militaire, on sait que les Russes ont des armes terrifiantes et sont des gens extrêmement performants au combat. Il serait bon de rappeler que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Russes ont perdu un peu plus de 20 millions de personnes et les Américains 800 000. Donc il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas considérer les Américains comme des libérateurs, mais comme des gens qui veulent imposer leur politique. Et on l'a vu encore une fois durant la Deuxième Guerre mondiale, quand on parle des libérateurs américains venus libérer l'Europe, ce n'est pas vrai du tout. Si les Américains sont venus libérer l'Europe, c'est qu'ils savaient très bien que l'Allemagne nazie préparait déjà des armes pour aller les conquérir eux. Donc ils ont préféré que le chaos se déroule en Europe plutôt que chez eux. Donc il ne faut pas considérer les Américains comme des libérateurs. Il faut les considérer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un régime impérialiste qui veut imposer sa loi de partout où ils vont. D'ailleurs, il est pas difficile, prenez une carte du monde et regardez de partout où sont allés les États-Unis. Ils ont semé le désordre et le chaos en semant des centaines de milliers de morts, voire des millions de morts, comme ça a été le cas au Proche-Orient notamment. Monsieur Jacot, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît?
Oui, je vous entends. J'espère que c'est vous qui m'entendez également. Je vous entends parfaitement, Monsieur Jacot. Monsieur Jacot, on vient de poursuivre notre débat avec Monsieur Hugon. Selon Monsieur Hugon, en fait, là, il s'agit pour les États-Unis d'imposer en fait leur volonté au reste du monde. Et cette nouvelle, disons-le, si on peut l'appeler comme ça, stratégie américaine dans la région du Moyen-Orient intervient à un moment où le nouveau président américain Donald Trump s'était choisi comme slogan « l'Amérique d'abord ». Mais les Américains ont visé une base de l'armée syrienne dans la province d'Idlib. Là, ils utilisent en fait leurs mégabombes dans l'est de l'Afghanistan. Pensez-vous que tout cela montre qu'il n'est pas question pour les Américains, si vous voulez, de laisser le Moyen-Orient aux vrais habitants de cette région, aux pays de cette région? C'est évident, hein. C'est absolument rien de nouveau dans le fait que les États-Unis cherchent à imposer leur volonté et réussissent à imposer la plupart du temps leur volonté au reste du monde. Comme le général Wesley Clark l'avait si bien dit, lui qui avait été au Pentagone et qui avait dirigé l'OTAN et qui s'est repenti par la suite, l'a révélé, beaucoup de gens le savent, depuis très très longtemps, l'état-major des forces armées américaines avait établi une liste de 7 pays qu'il fallait détruire, dont certains, ça s'est déjà passé, puisqu'il y a la Libye et l'Irak dans la série. Maintenant, il y a la Syrie, évidemment, il y a l'Iran. Donc c'est bien clair, et cette fuite en avant est vraiment effrayante et ne correspond pas du tout finalement à ce que Trump disait, lui qui paraissait isolationniste, mettre l'Amérique d'abord, ne pas se mêler de quoi que ce soit au Moyen-Orient, voilà qu'il retourne sa veste complètement. On ne sait pas du tout où il va. Alors, Monsieur Hugon, la question qui s'oppose désormais, qui est en fait une vraie interrogation pour en fait le reste du monde. On ne sait pas où va en fait désormais le président des États-Unis, dont le discours, dont la politique semble de plus en plus incohérent, Monsieur Hugon. Ah oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, si vous regardez le président Trump dans les yeux, vous allez voir un homme qui est psychologiquement dérangé, et c'est un cas psychiatrique. Hein. C'est un homme qui est totalement imprévisible et qui va aller un petit peu en fonction des soi-disant intérêts des États-Unis. Alors, il annonce maintenant, il fait maintenant des déclarations, alors que pendant sa campagne électorale, il l'avait bien souligné, ce serait un point crucial de la politique étrangère américaine de laisser l'OTAN en retrait et de plus aller déclencher des conflits ou des ingérences comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Alors on voit que c'est un homme qui est incohérent. Il sera très difficile aujourd'hui et pour les années qui viennent, enfin les années de son mandat, de pouvoir avoir un plan qui soit cohérent sur sa politique, puisque lui-même est totalement incohérent et va prendre des décisions totalement folles sur un plan international sans avoir recours à l'ONU, en toute illégalité. Il va se permettre d'aller bombarder, de choses comme ça. Donc il serait temps aujourd'hui que la Russie et la Chine se réveillent et tapent un peu le poing sur la table pour ne pas lui laisser faire n'importe quoi. Moi je pense que c'est typiquement le genre d'homme qui peut amener un énorme conflit dans le monde. Oui. C'est un homme extrêmement dangereux. Monsieur Jacot, en fait, s'agissant des Chinois, ils cherchent, semble-t-il, à agir un peu prudemment face aux États-Unis de Donald Trump, mais s'agissant de la Russie de Vladimir Poutine, ce pays semble être déterminé à faire face, si vous voulez, avec fermeté à Donald Trump. Autrement dit, Poutine semble être déterminé à répondre du tac au toc, au tac aux autorités de la Maison-Blanche. Est-ce de votre avis également? Pas exactement, c'est-à-dire que simplement Vladimir Poutine reste sur sa position
qui ne changera pas, c'est qu'il défend le régime élu du président Bachar al-Assad. Et il ne changera pas de position là-dessus, simplement. Et d'ailleurs, il est plutôt modéré dans ses réactions lors de l'attaque avec les Tomahawks récemment. Il aurait pu avoir une réaction beaucoup plus violente. Il est resté calme. Donc, je crois que c'est toujours le juste milieu. Et il avance très bien aussi sur le plan de la communication, en expliquant que c'est des opérations sous faux drapeau, en expliquant, mais alors pourquoi vouloir se débarrasser de Bachar al-Assad alors que qui c'est que vous allez mettre à sa place, sérieusement? Vous allez mettre ces terroristes sanguinaires fanatiques? Est-ce que vous êtes sérieux, quoi? Donc, il a une position très sensée. Et d'ailleurs, en Occident, beaucoup de gens admirent et soutiennent Vladimir Poutine. Donc, il a remporté la bataille de la communication, tandis que Trump, lui, est en train par ses comportements récents, de perdre beaucoup des soutiens qu'il avait autrefois parmi ceux qui l'ont élu aux États-Unis. Monsieur Higon, est-ce que votre avis également, en fait, de la Russie de Monsieur Poutine semble être déterminé, si vous voulez, à défendre le droit international. Il n'est pas question ni pour les Russes au moins, ni pour les Iraniens, ni pour ce qu'on appelle le camp de la résistance, de se laisser intimider par de telles mesures adoptées par les États-Unis. Oui, je pense que Vladimir Poutine est un véritable homme d'État. C'est un homme qui a dirigé le KGB, donc il sait de quoi il parle. Et toutes les décisions qu'il a prises jusqu'à présent étaient des décisions très cohérentes et allaient toutes dans le même sens. Le respect notamment du président Bachar al-Assad qui a été démocratiquement élu, le fait de soutenir un régime qui n'a pas commis notamment ces attaques chimiques, puisque je me suis moi-même rendu plusieurs fois en Syrie. Et j'ai pu interviewer même des gens de l'opposition en Syrie. C'est pour vous dire que c'était assez sérieux comme reportage. Et en fait, je pense que Vladimir Poutine aujourd'hui a choisi la sagesse. Et vous parliez tout à l'heure du club, du clan de la résistance. Moi, je dirais aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le camp de la guerre qui est représenté par les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France. Et vous avez le camp de la paix qui est représenté par la Chine, par la Russie, par l'Iran, voilà. Donc, les rôles ont changé depuis 40 ans. L'Amérique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste à un grand spectacle. Et la Maison-Blanche, c'est une sorte de Luna Park où se déroule un peu n'importe quoi, où chacun fait un peu n'importe quoi, sans même d'ailleurs certainement avoir des avis d'experts qui sont posés et responsables. Et moi je pense que Vladimir Poutine a évité au monde déjà des situations extrêmement critiques. C'est la raison pour laquelle il est autant apprécié en Europe. Monsieur Philippe Hugon, analyste français des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien. Mes vifs remerciements vont également à Monsieur Jean-Marc Jacot, à notre analyste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.